Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de JDR Paresseux. Aujourd'hui, je continue ma série sur les jeux propulsés par l'apocalypse ou PBTA. Si vous n'avez pas déjà écouté ma première vidéo sur la base, l'essence des PBTA, je vous suggère d'aller l'écouter dès maintenant. Je vais vous attendre. Juste aller en bas dans la description de vidéo, vous allez avoir le lien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Qu'est-ce que j'ai préparé? C'est un petit questions et réponses. En fait, j'ai demandé à des gens de la communauté de me partager quelles étaient leurs questions les plus brûlantes sur les jeux propulsés par l'apocalypse. Et je vais y répondre maintenant en vidéo. Bien sûr, ce n'est que mon opinion. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité infuse. C'est de mon expérience avec les PBTA et comment moi je les approche. Euh, Peut-être que ça vous a inspiré vous-même des questions. Vous pouvez par la suite les rajouter dans les commentaires, venir interagir sur le Discord euh, pour en discuter davantage. Ça me fera plaisir d'y répondre, même après cette vidéo. Puis s'il y en a beaucoup d'autres qui c'est peut-être une troisième vidéo plus tard. Donc la première question que j'ai reçue, c'est euh, est-ce que c'est facile de faire la transition des jeux qu'on pourrait dire plus traditionnels, par exemple Donjon Dragon, Traveler, GURPS, peu importe, au PBTA? Est-ce que c'est entre autres plus demandant pour les joueurs et les joueuses? Euh, ça dépend beaucoup, évidemment, de qui on est, c'est quoi nos expériences particulières, quel est notre style de jeu. Souvent, ça m'arrive de dire que des jeux comme les PBTA, c'est peut-être plus simple euh, d'entrer dans ces jeux-là si on n'a pas déjà d'expérience avec, par exemple, Donjons et Dragons, parce qu'il y a des choses qu'il faut désapprendre. On voit ça beaucoup, entre autres, avec Dungeon World, qui est un peu inspiré de Donjons et Dragons, en fait, un peu beaucoup. Qu'il y a des choses, entre autres, dans les combats qui sont un peu difficiles, puis je pense que le fait que Dungeon World utilise encore des points de vie, des classes, ça peut mener à certaines confusions. Mais si on y va généralement, je pense pas que c'est particulièrement difficile, dans le sens que c'est comme n'importe quel nouveau système. Il y a des choses en commun, puis il y a des choses qu'il faut réapprendre, je crois. Mais il y a des éléments qui sont peut-être plus présents encore là dans la majorité des PBTA. Comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, il y a quand même des différences entre les systèmes. Puis il y a des conventions, mais l'essence des PBTA, c'est pas nécessairement le système, les règles, tout ça, mais il y a des choses qui reviennent souvent et qui peuvent poser peut-être quelques petites épines. Je pense par exemple à la résolution. Une des choses qui a été amenée dans le PBTA, ben, peut-être pas exclusivement dans le PBTA, c'est les différents niveaux de résultats. Donc, il va toujours avoir des choses probablement qui se passent. Il n'y a pas un résultat, même un échec qui doit mener juste à rien à un mur. Mais aussi, il y a les trois niveaux de résultats généralement, qui sont soit un succès complet, un succès partiel ou avec coûts et conséquences, ou un échec. Euh, donc, il faut peut-être s'habituer à ça qu'on est habitué avec des résultats plus binaires. Aussi, cette résolution-là est davantage axée sur la résolution de scène que de tâches. Par exemple, dans un jeu à compétences, bon, souvent on essaie d'ouvrir une porte, on va voir si ça va réussir ou non. Euh, alors que les moves, les actions dans les PPT ont tendance à représenter quelque chose qui a plus d'impact sur la narration. Comme je disais, il faut toujours que ça avance, ça ne nous amène pas dans un mur, parce que ça doit faire avancer l'histoire. Donc, généralement, il y a des plus grandes conséquences. Il n'y a pas tant de moves que ça, mais dans la majorité des PBTA, mais les moves ont vraiment un impact narratif important. Fait que normalement, par exemple, vous n'êtes pas supposé répéter plusieurs fois le même move, comme on pourrait être tenté de répéter plusieurs fois d'ouvrir cette porte barrée. Euh, donc, il y a ça en tenir en compte. Les relations entre les personnages, il y a beaucoup d'accent sur les relations de personnages, entre autres, à travers les liens qu'on crée souvent au début de partie. Évidemment, ça existe dans les autres jeux de rôle aussi en certains aspects, mais c'est vraiment central au PBTA. Donc, il faut vraiment, dès le départ, concevoir son personnage en relation avec les autres. De l'écoute active, encore une fois, c'est utile dans tous les jeux de rôle, évidemment, mais je pense que certains trucs dans les PBTA qui demandent particulièrement en tant que joueur ou joueuse d'écouter activement, même quand c'est pas notre tour, déjà parce qu'il n'y a pas de tour de jeu dans les PBTA, même dans les combats. Donc, ça peut. La balle peut nous être envoyée à n'importe quel moment. Puis je pense que c'est important aussi d'être prêt au rebondissement et de nous-mêmes rebondir sur qu'est-ce que les autres font et pas attendre qu'il y ait quelqu'un, même le maître de jeu, qui mène un peu comme un chef d'orchestre. Tu sais. Euh, il faut quand même être ouvert à ça, être ouvert à un peu d'improvisation. Il y a aussi le fait que c'est beaucoup moins des jeux tactiques.
Encore une fois, je reviens souvent au combat parce que c'est souvent quelque chose qui bloque, je trouve, dans les PBTA, surtout quand on est habitué à des jeux avec des règles plus tactiques. C'est qu'encore une fois, c'est des jeux foncièrement narratifs, donc les combats sont beaucoup sur les enjeux émotionnels, ou des fois c'est des enjeux plus pressants de comme est-ce qu'on peut sauver telle personne ou peu importe. Fait que c'est pas juste des échanges de coups. En fait, si vous êtes rendu là, il y a quelque chose qui va mal dans votre partie, généralement dans un PBTA. Donc, si vous voulez optimiser des personnages, je dis pas que c'est impossible, il y a des façons dans certains PBTA d'optimiser les personnages puis d'être plus puissant, mais si vous concentrez vraiment là-dessus, vous allez peut-être perdre certaines des nuances. Euh, Puis, vous allez voir qu'il y a quand même une boîte à outils limitée en termes d'action de toute façon que vous pouvez faire dans les combats. Euh, donc, il n'y a pas cette profondeur-là tactique, généralement. Deuxième question que j'ai reçue. Est-ce que tous les genres d'histoire sont compatibles avec les PBTA? Parce que les PBTA, j'en ai parlé un peu dans ma première vidéo, c'est beaucoup axé sur l'émulation de genre. Et euh, par exemple, d'un roman ou d'un film ou vraiment peu importe. Donc, on veut émuler un type d'histoire. Puis il y a des personnages qui sont généralement associés, des archétypes qui sont associés à ce type d'histoire-là. Mais c'est vrai que si on va au-delà même de juste la littérature, des films, si on va dans les jeux vidéo, tout ça comme ça, il y a peut-être d'autres systèmes, d'autres philosophies de design qui sont mieux pour transposer ce type de genre-là. Je pense par exemple les jeux de gestion d'attrition. Ça, c'est des choses qu'on peut voir par exemple dans l'OSR avec. Parce qu'on a amené assez de stock. Est-ce que nos lanternes dans le donjon vont s'éteindre avant qu'on ait fini le donjon? Je dis pas qu'il peut pas avoir d'inventaire ou d'équipement dans des PPTA, il y en a, mais il n'y a pas ce niveau-là de gestion généralement, puis j'ai l'impression que ça suit pas nécessairement un rythme narratif. Même chose pour les jeux de simulation, des jeux qui veulent vraiment représenter la physique, par exemple, d'un univers, parce que les PBTA sont plus concernés généralement par qu'est-ce qui est intéressant du point de vue narratif. Il y a quand même quelques exceptions. Je pense à Flying Circus, entre autres, qui est un jeu avec des avions, mais comme style, je me semble que c'est Première Guerre mondiale, si je me trompe pas, inspiré de ça. Puis la personne qui a fait ce jeu-là était vraiment un grand fan d'aviation. Puis on voit que lorsqu'on est au sol, les règles sont relativement légères, mais quand on s'envole, quand on veut faire des batailles d'avions, là, il y a vraiment une volonté, il y a vraiment eu un effort aussi pour que ça soit très complet, très profond comme système pour simuler des combats aériens. Mais c'est pas, comme on le voit, c'est pas la norme, c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus. C'est un peu une exception. Aussi, je dirais que si vous essayez de créer quelque chose de trop générique, euh, avec des PBTA, donc pas tant un genre, mais d'essayer en fait, d'être un fourre-tout ou un genre comme la science-fiction qui peut avoir plein de types d'histoires. Peut-être que vous serez plus porté à essayer de jouer comme un. Bon, il y a un jeu, mettons, pour du Star Wars ou un jeu pour du Star Trek ou des choses comme ça. Parce que chacun a peut-être leur petite couleur qui est différente. Puis ces couleurs-là sont reflétées dans les actions, dans les playbooks de personnages, etc. Parce qu'il y a des PBTA auxquels j'ai pas trop d'expérience, déjà, je dois dire, avec eux, mais comme Uncharted Worlds, Worlds in Peril. Le premier, c'est la science-fiction, relativement générique. Le deuxième, c'est des super-héros. Et les deux, j'ai trouvé que leurs règles, justement, essayent d'être trop larges, d'englober trop de trucs pour que ça nous permette vraiment d'avoir une expérience plus stimulante. Comme si on compare Worlds in Peril, qui fait plus Justice League, ou qui veut, je pense, faire n'importe quel type de BD de super-héros, et Mask, qui est un jeu pour moi super bien fait de super-héros adolescents et de drames adolescents. Pour moi, il y en a un qui est fait pas mal, avec pas mal plus d'intention, si on peut dire. Mais ça veut pas dire que ces jeux-là sont nécessairement mauvais pour tout, mais que des fois, quand on essaie de ratisser trop large, on arrive moins à rendre une expérience qui est très précise et qui est intéressante à jouer en jeu. Un peu là-dessus, qui est comme le pendant de cette question-là, il y a une autre question qu'on m'a envoyée qui est pourquoi est-ce qu'on choisirait de créer un PBTA? Donc, je vous dirais, ben, pour ne pas émuler un des genres dont je vous ai fait la liste. Donc, je dirais,
si vous voulez émuler un type d'histoire particulier avec des codes de genre très précis, soit une série télé comme Mass, par exemple, c'est basé sur des choses comme euh, Young Justice, peut-être je me rappelle mal des titres, là, mais les équipes d'ados de super-héros. Monster of the Week, c'est plus Buffy, Supernatural. S'il y a un type d'histoire que vous voulez émuler puis que vous connaissez bien les codes, ça peut être intéressant d'utiliser un PBTA. Aussi, je vous dirais que les PBTA, c'est particulièrement bon pour des jeux qui sont centrés sur des personnages. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'univers. Par exemple, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça Stone Top, qui est un PBTA d'un genre d'âge de fer fantaisiste dans lequel on fait beaucoup de gestion d'un village. Déjà, ça va un peu avec contre ce que je vous ai dit plus tôt sur le fait qu'on ne pouvait pas faire de gestion. Il y a quand même un aspect là-dedans, mais surtout Stone Top a un tome 2. Après le tome 1 qui est plus ses règles, un tome 2 qui est simplement pour l'univers, puis il est grand de même. Il y a quand même beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui peuvent être adaptées par le groupe. Fait que c'est pas juste comme un univers qui est extrêmement développé, puis on n'a pas de place en tant que maître de jeu, par exemple, pour inventer. Mais je vous dirais qu'en général, encore une fois, les PBTA ne sont pas les meilleurs pour faire des jeux qui ont des univers très développés, où le personnage principal de votre histoire est quasiment l'univers. C'est vraiment centré autour des personnages, puis de qu'est-ce qui s'active autour d'eux, c'est quoi les enjeux pour leur arc narratif qui peuvent être représentés par des PNJ, par des choses qui se passent autour d'eux, évidemment, mais c'est eux le cœur des PBTA, c'est ces personnages-là. Les innovations. Quelles sont les innovations en PBTA? Ça, c'est intéressant parce que j'ai un peu touché, donc dans ma première vidéo, si vous l'avez écouté, peut-être que ce sera un peu redondant, mais je nommerai dans les grands mouvements, disons, du PBTA, quand bon, on est parti de Grand-Papa Apocalypse World. Après ça, il y en a d'autres qui ont été faits un peu en même temps, comme Dungeon World, Monster of the Week. Monster Hearts est venu pas longtemps après, je crois. Puis il y a eu plusieurs évolutions. J'aime pas trop le terme évolution parce que dans la culture populaire, il y a l'idée que ça devient mieux. Pour moi, c'est peut-être comme la sophistication de certains trucs ou certaines expériences. C'est pas nécessairement que ceux qui sont venus après sont meilleurs, mais il y a certainement des innovations qui les sortent du lot. Il y a, par exemple, les Belonging Outside Belonging, qui sont des jeux, comme je vous l'ai déjà dit, 100 mètres de jeu et 100 dés. Il y a les Forge in the Dark, basés sur Blades in the Dark, qui reviennent un peu à des compétences ou les actions qu'ils ont comme principale innovation, selon moi, ben, d'un côté, les flashbacks, l'équipement, l'inventaire qui est un peu improvisé, qu'on n'a pas besoin de planifier complètement notre ice et notre plan et ce qu'on amène avant. Euh, et tout ce qui est la position fictionnelle aussi, qui est très poussé dans ce système-là. Y en a d'autres, il y a aussi le territoire, qu'on gagne le territoire, il y a des jeux de faction, il y a beaucoup de choses dans les Forge in the Dark, mais disons que pour moi, c'est les principales. Je peux penser aussi à Bluebeard's Bride, dont Men nous a déjà parlé sur cette chaîne. C'est pas le premier jeu de rôle à avoir fait ça, mais dans les PBTA, c'est le seul que je connais où les playbooks, les livrets de personnages, représentent différents aspects de la même entité qui est la mariée. Ça, c'est très cool. Aaron Sworn, qui a un aspect solo, qui a un aspect sans maître de jeu, qui peut aussi être joué avec maître de jeu. Une autre grande innovation pour moi d'Aaron Sworn, c'est d'avoir vraiment éliminé les livrets, puis à la place, quand on crée son personnage, on a différents atouts. Qui sont par exemple des compagnons, qui peuvent être des armes, des pouvoirs, tout ça, qu'on peut agencer ensemble, qui font les compétences de notre personnage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Il y a aussi des endroits où on a plus qu'un livret, comme dans Worlds in Peril, si je me souviens bien. Il y a un livret qui est plus sur nos origines, puis un autre livret qui est plus lié à nos pouvoirs, quelque chose comme ça. C'est pas le seul, il y en a quelques-uns où on imbrique des livrets. Et je mettrais aussi Masque, même si Masque peut avoir l'air d'un PBTA relativement représentatif, c'est vrai, mais je pense que les étiquettes, les labels qui remplacent les statistiques, sont quand même une innovation importante. Encore là, c'est pas du jamais vu dans le monde du jeu de rôle, mais souvent on se collait un peu à avoir des statistiques dans les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse. Puis lui a vraiment fait avec ça des étiquettes qui représentent comment on se voit. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il change tout le temps. En tout cas, qui change beaucoup, puis qu'on peut influencer les autres pour changer leurs étiquettes, ou on peut même éventuellement, avec la progression de notre personnage, bloquer
des étiquettes pour dire, OK, c'est comme ça. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est supérieur aux autres. Là, j'ai décidé que l'expérience me l'a prouvé, fait que je vais bloquer mon supérieur à +2, par exemple. Ça, je trouve que c'est une mécanique vraiment intéressante, puis qui rend super bien la promesse de Masque de jouer des adolescents qui savent pas trop où ils sont dans le monde puis qui ils sont. Donc, ça peut paraître comme une petite innovation, mais pour moi, c'est un gros plus de jeu-là. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres questions ici? Ah oui, comment est-ce que ça se compare avec d'autres jeux de rôle narratif? Bon, là, c'est très large, là, jeu de rôle narratif, parce que je sais que souvent on dit ça pour les jeux propulsés par l'Apocalypse, puis moi je l'ai répété souvent que c'est les arcs narratifs, c'est les rebondissements narratifs qui importent tout ça, donc c'est vrai. Mais là où les PBTA ont de, de particulier, je dirais par rapport à des jeux, par exemple, on a des jeux de création d'univers, on a des jeux sans maître de jeu où on joue des aspects de l'univers. Il y a plusieurs façons de faire des jeux narratifs. Il y en a qui sont très cadrés, on suit quasiment un script. Puis on a des rôles particuliers là-dedans. Chaque joueuse a un rôle particulier. Il y a plein de façons de faire du jeu de rôle narratif. Mais les PBTA ont de particulier, entre autres, qu'ils ont un maître de jeu. Puis malgré ce qu'on dit que les joueurs et les joueuses ont beaucoup d'impact sur l'histoire dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, ce qui est vrai, c'est aussi vrai que les maîtres de jeu ont une grande importance. C'est pas pour rien que quand je vais parler dans la dernière vidéo de l'essence des jeux, ben, le maître de jeu avec ses agendas puis ses principes est quand même très central. C'est pas la seule personne qui a la responsabilité sur ses épaules de faire bien fonctionner le jeu, mais dans la majorité des PBTA, vous vous rappellerez, les principes et les agendas de jeu sont très axés vers le maître de jeu. Donc, le maître de jeu a un peu un rôle de garder l'atmosphère, de garder aussi le jeu dans le genre prescrit pour renforcer l'expérience de jeu dont je vous parlais tout à l'heure. C'est lui, souvent ou elle, qui répond. Souvent sur les échecs, c'est au maître de jeu de répondre, ou quand les joueurs et joueuses savent plus trop où aller, puis ils regardent le ou la maître de jeu, ben c'est à cette personne-là d'intervenir. Il y a toujours des va-et-vient, la conversation, on s'en rappellera, qui rythme la partie. Il y a des va-et-vient avec le maître de jeu. Fait que oui, le maître de jeu peut déléguer, le maître de jeu pose souvent des questions pour remplir des trous, pour donner de la couleur à l'univers. Mais c'est pas vrai que les maîtres de jeu dans les PBTA ont pas un grand rôle, puis que c'est pas. C'est quelque chose de particulier qui est pas du tout dans tous les jeux de rôle plus narratifs. Euh, il y a aussi une autre chose importante à dire sur les PBTA qui est un peu dans le même aspect. C'est que souvent, ce que j'entends sur ces jeux-là, c'est comme moi, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression de jouer un peu le rôle de maître de jeu où on me demande des choses que mon personnage ne saurait pas, tout ça. Puis je comprends d'où ça vient, puis je comprends que c'est pas tout le monde qui aime avoir ce qu'on appelle peut-être une posture d'auteur, une posture de réalisateur, réalisatrice qui est de se zoomer out un peu en bon français, de se retirer puis de voir qu'est-ce qui serait intéressant pour l'histoire. C'est vrai, je dirais que c'est vrai qu'il y a un peu de cette posture-là, que des fois il faut s'élever un peu dans le PBTA, mais dans la majorité des jeux de rôle, c'est probablement une bonne idée aussi de se demander est-ce que là, ce que je suis en train de faire est en train d'amener l'histoire dans une direction intéressante pour tout le monde, ou est-ce que je ferais ce que mon personnage ferait, ce qui souvent est une formulation toxique pour dire je me fiche des autres. Euh, mais il y a quand même quelque chose en PBTA qu'on appelle soit le mur, la ligne, tout ça, qui fait il y a des rôles, comme je disais, un rôle pour le maître de jeu, puis aussi un rôle pour les joueurs et les joueuses, pour leur personnage, qui est délimité. C'est pas vrai qu'il y a tant de va-et-vient parce que dans la majorité des PPTA, certains explicitement, d'autres plus implicitement, il y a cette idée-là de ligne ou de mur, comme je dis, qui fait que même quand vous répondez à des questions en tant que votre personnage, c'est justement, ça devrait être quelque chose que votre personnage peut voir, sentir, etc., ou qu'il pourrait savoir normalement. L'exemple qui est souvent donné, c'est que, par exemple, si vous êtes dans un donjon à Dungeon World, puis qu'il y a un coffre, euh, puis que vous êtes là, vous êtes heureux d'avoir découvert une récompense, puis vous voulez savoir c'est quoi. Si le maître de jeu vous demande dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Pour certains, pour certaines personnes, ça peut être très stimulant, ce genre de questions-là, mais ça peut aussi enlever le plaisir de découvrir une récompense. Puis généralement, c'est pas ce qu'on promeut dans les PBTA, à moins que tout le monde soit
into that, comme on dit, à moins que ce soit quelque chose de voulu. Pourquoi? Parce que c'est demander quelque chose au personnage qu'il saurait pas. Tu sais, à moins qu'il ait découvert cette information-là auparavant, dans quel cas on aurait pu lui donner que, ben, là, tu as le pouvoir de déterminer effectivement c'est quoi la valeur de ça parce que tu en as entendu parler. Mais sinon, si c'est dans l'inconnu, on ne devrait pas être capable de répondre. Les questions, les meilleures questions souvent dans la PPTA sont celles qui respectent quand même cette division-là. Par exemple, on va garder Dungeon World comme cas ici. Si votre personnage joue un elfe, puis si à un moment donné, on se demande, OK, est-ce que les elfes vivent jusqu'à 300 ans, 500 ans? Est-ce qu'ils sont immortels dans cet univers-là? Ben là, c'est normal dans un PPTA pour le maître de jeu ou la maîtresse de jeu de se tourner vers cette personne-là puis demander, ben toi qui joues un elfe, dis-nous qu'est-ce qu'il y en est. Ou alors, voici, on arrive sur des ruines elfiques. Qu'est-ce que ça dit, toi, cette architecture-là? Selon toi, c'est de quelle époque? Des choses comme ça. Parce que le personnage est elfique, puis en choisissant de jouer un elfe, cette personne-là a décidé que c'était quelque chose d'important pour elle. Puis, dans ce cas-là, ça reste quand même dans le cadre c'est du point de vue du personnage. Fait que je sais pas si vous voyez bien la différence, mais souvent, c'est ça qu'on essaye de pousser dans le PBTA, justement, parce que c'est un jeu qui reste un jeu à maître de jeu avec joueur-joueuse, un jeu asymétrique, comme on dit. Et on devrait pas normalement demander à des joueurs juste d'inventer n'importe quoi on the fly, d'improviser. Puis d'ailleurs, ça, c'est aussi un risque ou une erreur que je vois de temps en temps, de trop demander à des joueurs, des joueuses qui souvent sont pas habitués d'improviser des choses qui sont trop importantes sur le moment. C'est comme tu ne demandes pas à quelqu'un d'improviser une religion comme ça. T'sais. Mais ça peut être des petites choses, puis on voit les personnages, les choix sur les fiches de personnages, par exemple, nous indiquent qu'est-ce qui les intéresse, puis on peut pousser là-dessus. Voilà, quelques trucs par rapport à ça. Et les campagnes à long terme, ça c'est la dernière question que j'ai reçue, qui est aussi quelque chose que je vois souvent. La question est-ce qu'on peut faire des campagnes à long terme avec les PBTA? La réponse facile, c'est oui. Oui, parce que j'en ai déjà vu à long terme. Bon, si on voit la réponse un peu plus poussée, c'est oui, mais. Déjà, personnellement, je peux vous avouer, personnellement, j'aime mieux les campagnes, que ce soit de PPTA ou n'importe quel jeu, qui sont courtes ou moyennes. T'sais, moi, je trouve qu'il y a vraiment un sweet spot dans le coin de, mettons, une dizaine de sessions à une quinzaine de sessions. Dépendamment du jeu, mais en général, ça va. Puis je trouve que les PPTA conviennent vraiment à ce type de campagne-là, courte ou semi-courte, ou comme vous voulez les appeler. Parce que des fois, les one-shots, c'est trop rapide pour qu'on ait vraiment le temps d'élaborer nos personnages, de développer les relations, tout ça. Mais c'est vrai que, dépendamment des jeux, ça se peut qu'on ait déjà complété tous les arcs narratifs à partir de la 20e session, puis là, on ne sait plus trop quoi faire, puis bon, on s'est dit, ah ben là, l'histoire est satisfaisante, on va l'arrêter là. Mais il y a quand même des méthodes dans certains BPDA pour pouvoir continuer à long terme. C'est juste que ces méthodes-là sont ce que j'appellerais de développement plus horizontal et non vertical. C'est-à-dire que dans les PBTA, les personnages ont très peu de potentiel de développement en puissance, donc de développement vertical. Il n'y a pas 30 niveaux à faire. Il y a quelques options quand on gagne en avancement, mais même Dungeon World, qui est calqué sur D&D, quand même un maximum, il me semble, de 10 niveaux. Fait que ça continue pas jusqu'à l'infini. Il y a souvent beaucoup d'options de développer son personnage, soit avec des nouvelles actions, avec des nouveaux coéquipiers, avec euh, des nouvelles attributs qu'on peut même prendre des fois des actions d'autres livrets. Il y a des façons de complexifier et d'aller explorer certains aspects au niveau horizontal, donc pas nécessairement en puissance, mais en termes soit de profondeur, ou de toucher à différents aspects de l'univers, ou éventuellement de changer de livret. Ça aussi, c'est des choses qui sont très présentes dans les PBTA. Si votre livret, donc l'arc narratif qui vient avec votre livret, est selon vous fini, bien souvent vous avez une option de faire un avancement qui vous permet de prendre un autre livret. Puis là, tout d'un coup, vous avez des nouveaux objectifs, vous avez des nouveaux défis. Soit vous avez été mordu par un loup-garou, donc vous prenez le livret de loup-garou, ou que vous étiez un super-héros dans masse, vous avez perdu vos pouvoirs, donc vous devenez le livret qui n'a pas de super-pouvoir. Donc il y a plein d'options comme ça, qui sont des fois intégrées dans les livrets de personnages, qui permettent de développer des personnages à long terme.
mais il y a aussi d'autres mécaniques qui sont plus du côté du maître de jeu, peut-être. On pense par exemple aux saisons. Pour répliquer les téléséries, surtout les téléséries américaines, bon, qui peuvent être en X nombre de saisons. On a par exemple Monster of the Week, Monster Arts, qui, je l'ai dit, sont basés sur des trucs comme Buffy, Supernatural, etc., etc. Eux poussent souvent l'idée d'avoir des saisons, donc il peut y avoir dans Monster of the Week, ça peut être autour d'un Big Bad qu'on appelle, donc d'un vilain qui est plus important puis qu'on essaie de combattre jusqu'à la fin de la saison. Entrecoupé de trucs plus épisodiques. Monster Hearts, il peut avoir une intrigue qui généralement sort des personnages puis des relations entre les personnages parce que c'est pas prédéterminé d'avance. Mais c'est ça, il peut avoir une intrigue qui est basée sur une saison, qui dans Monster Hearts est de 10 épisodes maximum. Et si vous voulez continuer à jouer, ben, vous pouvez garder vos personnages, vous pouvez en amener des nouveaux, on peut changer un peu les joueurs et les joueuses qui y participent, puis on peut faire une deuxième saison avec une nouvelle arc narrative, mais qui continue de bâtir sur les mêmes personnages. Ça, c'est une autre façon de le faire, puis ça marche très bien pour plein de téléséries américaines. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour votre jeu de rôle aussi. C'est seulement qu'il n'y a pas comme je dis, ce potentiel de monter en puissance infinie. Mais il faut voir ailleurs, selon moi, la progression. Il faut voir ailleurs les possibilités de long terme. Mais aussi, personnellement, je trouve ça très bien que dans ce type de jeu, il y ait un moment naturel pour se dire, OK, ben là, j'ai peut-être fini qu'est-ce que j'avais à faire avec mon personnage. Ou on est arrivé à la fin d'un arc narratif de saison, ben peut-être qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, puis on peut passer à autre chose. Ça aussi, il y a quelque chose de libérateur, je trouve, dans le fait d'avoir le choix. Alors que souvent, dans les campagnes, on peut monter continuellement de niveau. Ben, s'il n'y a pas de fin à ça, on peut essayer d'aller au niveau 20, ce qui arrive rarement dans mes expériences avec Donjons et Dragons. Et ça peut ne pas être satisfaisant. On peut avoir. Pour moi, ça brise le cœur d'avoir des campagnes qui sont hyper longues, puis après ça, on réussit jamais à satisfaire une fin parce que il s'est passé des années hors jeu, puis à un moment donné, les gens font juste partir, vont juste aller vivre ailleurs ou sont occupés par d'autres choses. Euh, donc, il y a ça à penser. Donc, oui, à la question, encore une fois, est-ce qu'on peut faire des campagnes à long terme avec des PBTA? Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment l'adapter au personnage, puis à l'histoire qui intéresse, évidemment, le groupe. Et là-dessus, j'ai passé toutes mes questions. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Ça va me faire plaisir. Et je vais continuer à vous préparer des vidéos sur les PBTA et d'autres styles de jeu. Donc, restez à l'écoute. Bye.